Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. L'installation des conseillers communaux et maires élus à l'issue des résultats des communales du 17 mai dernier démarre dès le jeudi 28 mai prochain. En attendant, les citoyens confient leurs attentes vis-à-vis de ces derniers. Les membres de la Fédération nationale de théâtre FENAT se concertent depuis quelques jours pour engager l'initiative Sauvons le théâtre. Ce mardi 26 mai 2020, ils se sont retrouvés pour le bilan de leur démarche menée et s'étendre sur les propositions à faire à leur ministre de tutelle. C'est par rapport à l'incertitude de la tenue du Festival international de théâtre du Bénin. Le monde du sport béninois, notamment du handball, perd un nouveau membre, un nouveau distingué acteur, Alain Ronguet, ancien deuxième vice-président de la Fédération béninoise de handball et membre du bureau exécutif de Pélican Handball Club de Cotonou, est décédé ce 26 mai 2020. Nous y reviendrons. Bonsoir. À travers une décision en date du 26 mai 2020, le secrétaire exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent a rapporté sa décision de radiation des démissionnaires du parti. C'est au regard du recours gracieux en réintégration adressé par certains concernés que Paul Roumpet a décidé de rapporter. La décision référencée numéro 001-BEN-SEN-05-20. La correspondance signée par le secrétaire exécutif des FCBE indique que cela part de la nécessité pour le parti de privilégier le dialogue et la réconciliation entre les militants du parti. Pour rappel, des candidats de la liste du parti de la commune de Parakou pour les communales 2020 ont démissionné. Trois jours après la démission du président d'honneur Boniaï. Le Bénin, à la date du 25 mai 2020, a enregistré un total de 208 cas confirmés avec 87 personnes sous traitement, 118 personnes guéries, soit une hausse de 34 cas guéris et 3 décès liés au Covid-19. Ainsi, le nombre de cas de personnes guéries est supérieur au nombre de cas de personnes sous traitement actuellement au Bénin. Selon le site officiel du gouvernement de la République du Bénin, sans l'adoption et le renforcement des gestes barrières, la stratégie de riposte gouvernementale ne peut être pleinement efficace. Les citoyens sont donc invités à se protéger pour protéger les autres. Et pour toute information, il suffit d'appeler le centre d'information Covid-19 en composant le 136. L'appel est gratuit. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020 les résultats provisoires des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier. Selon les chiffres présentés par l'institution en charge de l'organisation des élections du Bénin, le parti Union progressiste arrive en tête avec 994,602 voix. Abdelkader Achirou, dans son commentaire du jour, présente les grandes leçons à tirer des résultats proclamés par la Sénat. Fidèles amis internautes, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020 les résultats provisoires des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier. Selon les chiffres présentés par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, le parti Union progressiste UP arrive en tête avec 994 602 voix qui lui permettent de gagner 820 sièges. L'Union progressiste est suivie du parti politique Bloc républicain BR avec 930 247 voix pour 735 sièges. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE arrivent en troisième position avec 372 818 voix pour un total de 260 sièges. Les deux autres formations politiques, à savoir le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, n'ont pas pu obtenir les 10% et donc ne sont pas éligibles au partage des sièges. De ces résultats, plusieurs enseignements en découlent. Dans une analyse déductive des performances de chaque parti politique, on argue de ces résultats que l'Union progressiste UP
confirme sa notoriété et son hégémonie comme étant, jusqu'à l'instant précis, la première force politique du Bénin, la mieux structurée, la mieux organisée, avec à l'actif un ancrage national solide. L'UP a fait du département du Koufo son fief électoral en arrachant sans embâche les 6 communes du dit département. À cela s'ajoute sa victoire des fauteuils municipaux des grandes villes du Bénin telles que Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi pour ne citer que celle-là. L'Union progressiste, si les choses restent inchangées jusqu'au scrutin présidentiel de 2021, cette formation politique dirigée par Bruno Amoussou sera inéluctablement prépondérante et déterminante dans le choix du prochain président de la République du Bénin. Pour ce qui est des performances du parti politique Bloc républicain, on doit se rendre à l'évidence du fait que les adhésions à un parti politique ne riment pas au gain certain de l'électorat des adhérents ou encore des acteurs politiques ayant effectué leur ralliement. Sinon, comment comprendre que le BR soit deuxième alors qu'il fut, à la veille de ces élections, la ruée des acteurs politiques de toute obédience politique confondue? Après la publication des listes de candidatures, les acteurs politiques, rassasiés de frustration, ont claqué la porte de leur formation politique originelle pour rejoindre le BR afin d'hypothéquer les performances d'autres partis politiques adversaires et concurrents. Et pourtant, par ailleurs, à Parakou, on aura compris une fois de plus que l'ennemi premier du développement du Bénin est l'électorat béninois, qui généralement fait des choix teintés d'émotions et de prise en compte de paramètres politiquement fondés, mais puérils et stériles à l'évidence. Une pathologie comportementale qui a toujours, au lendemain des élections, conduit à des regrets tardifs et irrémédiables. Malgré les réalisations titanesques du maire Charles Toko, juxtaposées au soutien de 3 anciens maires de la dite commune, dont l'un est un ministre pas des moindres au gouvernement du président Patrice Talon, et l'autre député à l'Assemblée nationale des 7e et 8e législatures, les populations ont préféré voter Kori au profit d'un candidat plus ou moins amorphe, objet de controverses et de polémiques. Dans d'autres circonscriptions électorales, le refus des rhinocéros et dinosaures politiques de permettre à une autre génération de s'éclore a été préjudiciable aux performances du BR. Le bloc républicain, face à tout ceci, devra redéfinir sa politique de conquête de l'électorat avec plus de pragmatisme, de contextualisation et de réalisme afin de ne pas se voir vider de ces spadassins politiques qui bavent de progresser vers l'union progressiste pour plus de confort et plus de certitude triomphale. Les forces Kori pour un Bénin émergent FCBE ont été la grande surprise dès la proclamation des grandes tendances. Malgré le retrait de Boniayi, leader charismatique des Kori à quelques jours du scrutin avec pour menace interdictrice ferme l'usage de son image et de ses réalisations, malgré aussi les appels au boycott diffusés dans toutes les langues locales par les autres formations politiques se réclamant de l'opposition politique au régime Talon, tout ceci sans oublier la vaste campagne de déstabilisation visant à décrédibiliser Paul Hongpè et sa suite, les FCBE ont subsisté et dirigeront au moins 6 mairies pendant 6 ans. Paul Hongpè, sauf retournement politique cataclysmique, est le prochain chef de file de l'opposition au Bénin. On comprend aisément que FCBE aujourd'hui va au-delà de la personne de l'ancien président Thomas Boniayi et semble être désormais une religion politique pour certains qui retrouvent en ce logo un idéal à défendre contre vents et marées. Si l'opposition avait été soudée et donnait un aspect épris d'homogénéité d'une part, et d'autre part faisait preuve de maturité politique en anticipant sur les événements, la synergie d'action entre les acteurs politiques composant cette frange de la classe politique aurait concouru au gain d'une quinzaine de mairies au minimum. Mais hélas, l'inintelligence politique et la personnification des débats a eu raison sur l'objectivité du combat mené. Qu'ils veulent ou pas aujourd'hui, pour survivre politiquement, ils seront obligés de composer avec le camp Hongpè qui, jusqu'à cet instant précis, n'est nullement partisan de la gouvernance Talon. Quant aux performances réalisées par le Parti du Renouveau démocratique PRD, elles paraissent maigres, mais politiquement ne doivent pas être négligeables. C'est malgré les départs, la traîtrise, les débauchages et autres coups politiques sordides, l'arc-en-ciel de Maître Adrien Oumbédi s'est fait montre et a obtenu près de 6% des suffrages valablement exprimés sur toute l'étendue du territoire national. Il y a raison d'avoir attention. Soit 136 593 voix pour 5,49%. Il était même en tête dans la commune de Semekoji. Il faut reconnaître en toute honnêteté que l'ombre du PRD
ne disparaîtra pas de sitôt. Avec le PRD, on note également des choix surprenants des électeurs. Le PRD a été longtemps et pendant longtemps aux commandes de plusieurs mairies et le bilan n'a presque jamais été très honorable. Mais la patrimonialisation du PRD par les goûts et assimilés font toujours du PRD une force politique dont l'influence pourrait être spectaculairement décisive en 2021. La pierre qu'on rejette devient pour la plupart du temps la pierre angulaire, dit-on. Le PRD, boutique ou entreprise politique, reste encore un animal politique quoique hémiplégique, mais qui peut toutefois être utile et fécond dans un futur, car en politique, nul n'est de trop pour une victoire. À travers une digression positive, il urge de saluer au passage les qualités d'homme de paix de maître Adrien Hongbeji. Les populations ont porté leur choix sur des élus PRD qui ne siégeront pas en cohérence avec le code électoral qui exige l'obtention des 10% sur le plan national. Une disposition législative aux allures chrysogènes et conflictuelles qui fait entorse aux principes fondamentaux des élections locales et qui mérite d'être revue par le législateur sans pour autant tordre l'esprit de la réforme du système partisan. Le rugby national a malgré cela appelé les siens au calme et à la culture de la paix dans le respect des lois de la République. Hongbeji mérite des hommages nationaux pour cette culture du détachement, malgré son désir irrésistible et son obsession du pouvoir pour le pouvoir pour pouvoir. Les arguments légitimes qui fonderaient les soulèvements au profit de sa personne ont toujours existé. Les opportunités se sont offertes à maintes reprises, mais il a toujours placé le Bénin, la patrie, au-dessus de tout. En ce qui concerne l'UDBN, malgré la saine campagne entreprise, la grande priorité donnée aux femmes et aux jeunes, avec des positionnements massifs sur les listes de candidatures, la mayonnaise n'a pas pris eu égard les résultats obtenus. L'électorat béninois soit a témoigné son impertinence face à la vision noble et originale de Claudine Afiavi-Prudencio, ou peut-être la soumise à un test pour jauger son degré ou le degré de son engagement. Claudine Prudencio et toute son équipe se sont sacrifiés pour un idéal très prometteur, mais comme à l'accoutumée, les projets de campagne n'ont pas été pris en compte par les électeurs. Aussi, en général, on pourrait dire aussi, sans risque de se tromper, que cette supposée volonté de promouvoir la gente féminine n'est que du leurre, puisque l'électorat même n'en veut pas apparemment. Les résultats en sont très édifiants. La preuve, sur les 1815 élus, on décompte 70 femmes qui ne siégeront que dans 33 communes sur les 77 que compte le Bénin. Somme toute, on retiendra que cette élection a été un véritable test de popularité pour certains et nous aura permis d'appréhender ce que valent les acteurs politiques de l'heure au-delà de la cote de popularité maquillée et déguisée par une communication propagandiste qui a toujours été vantée dans un vacarme dans les médias. Le paysage politique est un peu plus clair et le président Patrice Talon devra distinguer aisément ces acteurs politiques qui seront les plus utilitaristes et pragmatiques pour sauver ses intérêts en 2021. Mais avant 2021, il lui faut une autre visite dans le Nord et les acteurs qui devront concourir à une sortie éprise de gains politiques sont connus désormais, car 2021, c'est dans 10 mois environ. Quelques jours après la proclamation des résultats du scrutin du 17 mai dernier au Bénin, les citoyens de la ville de Cotonou attendent beaucoup des conseillers communaux pour le développement de la nation. Quelques-uns rencontrés ce matin se sont exprimés au micro de Jean-Didier Esseka et de Mounir Dorego. Ce que nous souhaitons, nous les avons élus pour l'avancement de la commune. Donc de là, ils doivent être dynamiques et promouvoir la continuité de ce que leurs prédécesseurs ont fait. Ce qu'ils peuvent faire du côté emploi de la mairie, ils le feront. Ce qu'ils peuvent faire du côté entretien de la ville, ils le feront. Ce qu'ils peuvent faire du côté de l'électrification, ou bien ils verront le gouvernement pour que certaines zones de la commune qui n'ont pas électrifiées seront électrifiées. De renchérir les choses qu'ils ont entrepris. Nous avons élu les conseillers communaux pour l'évolution du pays.
Nous voudrions donc être à l'exemple du Ghana qui a construit des urinoirs le long des voies et autres pour la propriété du pays et qui a voté des lois pour punir les citoyens rebelles. En ce qui concerne les travaux que les nouveaux conseils feront pour l'évolution de la ville de Cotonou, par exemple, voilà les caniveaux de Cotonou. Il y a des ordures dans la partie, on jette l'eau, même si quelqu'un ramasse, balaye la maison, il jette les ordures dans le caniveau. Donc ce qu'il faut faire, c'est de donner l'autorisation aux policiers municipaux pour qu'ils veillent à ceux qui font, aussi aux mauvais citoyens qui font ces gestes. Vous voyez. Et faire aussi de la sorte qu'on balaye la ville de façon régulière. Et les ampoules, les feux tricolores, parce que c'est une chose qui cause d'accidents. Parce que voilà, si nous restons dans la ville de Cotonou, sur 100 feux tricolores, il n'y a que 10 qui travaillent. Bon, nous délégués de Khademe, maire de Pacheno arrondissement, nous aidons à Gualona, et c'est moi qui de Nous demandons aux nouveaux élus de travailler en commun accord avec le président. Que ceux qui ne veulent pas travailler soient remplacés pour aider le président et les autres autorités pour l'évolution du Bénin. Quartier médian amon fide wa nous délégué na mon nous gbegbe quartier ton e no ba kende wa ni mai mo ye ni wa so bo quartier ton le do bonu délégué ni gwa lo nu mais ni gwa lo nu togan bonu aso ni wi wa bonu mi ni mo to do to di e ko lo nu kun hu e bo mi mo. La tenue du Festival international de théâtre du Bénin est improbable en 2020. Les dettes de l'édition 2018 et les querelles qui s'en sont suivies poussent l'autorité ministérielle à envisager des réformes. La nature des réformes et l'initiative de ces réformes prises par le ministre Jean-Michel Abimbola, déjà auteur des dernières réformes de 2013, inquiètent les acteurs du théâtre, dont un certain nombre réunis au sein de la Fédération nationale de théâtre FENAT pour engager l'initiative Sauvons le théâtre depuis quelques jours. Ces acteurs du théâtre se sont réunis ce jour pour faire le point de leur démarche et s'entendre sur les propositions à faire à leur ministre de tutelle. Carles Kitome a pris part à cette plénière ce jour. Voici son récit. Les membres de l'initiative Sauvons le FITEB se sont donné rendez-vous ce matin pour faire le point des démarches menées par ce creuset depuis sa mise sur pied il y a de cela 2 semaines. Voilà, c'est des personnes qui épousent entièrement notre idée et ils étaient partants. Ils nous ont soutenus, ils ont été d'accord de nous venir en aide. Ils ont essayé quand même de souligner les problèmes qui se posent au niveau du FITEB. Parce que c'est d'abord nous, acteurs culturels, ça a été clair entre nous. Et eux aussi, certains directeurs ont reconnu quand même contribuer à ce qui se passe aujourd'hui. Au cours de cette séance, les acteurs ont rappelé les décisions ministérielles et les circonstances qui ont conduit à la création de ce creuset. Le FITEB ne sera pas plus dirigé par un directeur, mais un manager qui sera nommé par le ministre. La troisième chose, c'est que il y aura un conseil artistique. Il a toujours existé un conseil artistique dans la OF du FITEB. Mais eux autres, ils veulent un conseil artistique qui sera, comment dirais-je, de l'artistique et qui n'aura pas une durée de 6 mois comme dans les tests du FITEB. C'est un conseil artistique qui va rester là. Peut-être ils peuvent avoir un mandat de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Parce que, disent-ils, c'est l'État qui est le pourvoyeur
le premier pourvoyeur, c'est l'État qui met plus d'argent. Et le deuxième argument, vous ne vous entendez pas. Quand on élit un directeur, tous les autres sont contre lui, si bien qu'il y a les querelles de personnes. Cette rencontre permet aux membres de s'accorder sur la position à adopter face à l'autorité ministérielle qu'ils rencontrent ce jour. Au cours de ces assises, Nicolas Ruinou de Dravo, un comédien professionnel, est revenu sur ces dispositions qui créent la frustration dans les rangs des acteurs du théâtre. Et j'ai tellement lutté dans ce pays pour que ceux-là qui ont des choses des à côté, et quand ils ont fini de travailler, ils pensent à nous, ne peuvent jamais me diriger. C'est pourquoi j'ai refusé les problèmes d'association rentrer dans les agents. J'ai tout le temps refusé. Je ne m'interviens même pas dans ces genres de choses. Laissez le domaine aux acteurs. Et tout le temps, qui dans ce pays, nous allons rencontrer par rapport au FITEB qui va dire « Je ne suis pas quelque part membre, je n'ai pas contribué à ce qui se passe aujourd'hui au FITEB. » Qui? Je nous parle et je vous parle surtout à vous jeunes. Nous allons vous entraîner dans nos wagons par des arguments, par des choses qui ne tiennent pas du tout la route, pour vous tourner, pour vous tordre le cou, c'est-à-dire pour vous empêcher de voir loin. Parce que longtemps, nous avons tout fait pour penser au présent sans penser au futur. Dans que ça soit au niveau du FITEB que ce soit au niveau du FITEB que le secteur entier. On ne pense qu'à son présent, on ne pense qu'à son ami, on ne pense que telle personne, même si on vous appelle pour dire ce que vous voulez faire là, c'est mauvais, essayez. Nous avons peut-être été tous à l'école jusqu'en classe de CM1, où on s'est fait la rédaction, poser toujours le problème, chercher de façon globale les arguments qu'il faut pour comprendre. Si je dis oui aujourd'hui, qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Si je dis non aujourd'hui, qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Parce que ce qui se passe, moi j'ai l'impression que on mène des luttes de personnes et on laisse à côté, on laisse complètement ce qui peut nous apporter quelque chose de très positif, qui peut nous conduire loin. Et c'est ça qui est dommage. Le mouvement sportif béninois en général et le handball en particulier vient de perdre un de ses éminents acteurs, Alain Houguet, directeur général de NCA, ancien deuxième vice-président de la Fédération béninoise de handball et membre du bureau exécutif de Pélican Handball Club de Cotonou, a tiré sa révérence ce mardi 26 mai 2020. Selon l'information rapportée par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, il aurait succombé à une attaque cardiaque. Ancien joueur de la sélection provinciale de handball de l'Atlantique, Alain Houguet a été champion du Bénin sous les couleurs de l'UNB BBC en novembre 1982 en battant en finale la sélection provinciale du Zou d'un certain Eugène Adjagueno qui lui a été conduit à sa dernière demeure le samedi 23 mai dernier à Abomey. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a accordé une bouffée d'oxygène au club des champions nationaux de Ligue 1, 2 et 3. Ce soutien financier provenant de la subvention accordée par la FIFA à toutes ces associations membres vise à aider les différentes équipes à faire face à certaines charges, notamment les salaires des joueurs et entraîneurs en cette période d'inactivité en raison du coronavirus, même si le communiqué officiel de la FBF n'a pas précisé le montant alloué à chaque club. Des indiscrétions indiquent 3 millions à chaque club de Ligue 1, 2 millions pour chaque club de Ligue 2 et 1 million 100 000 à chaque club de la Ligue 3. Pour finir, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières, signée Ivan Loïc Ahissou.
Dans le Sahel central, des écoles sont fermées entre le coronavirus et l'insécurité. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la réouverture de certaines classes est prévue pour le 1er et le 2 juin. Car courant mars, à cause du Covid-19, les écoles du Sahel central avaient fermé. Mais pourront-elles toutes rouvrir en début de semaine prochaine dans une région en proie à une insécurité grandissante? Pour répondre à cette interrogation, selon un rapport de Human Rights Watch rendu public ce mardi, le Burkina Faso était avant la pandémie le pays de la zone à avoir le plus d'écoles fermées à cause des attaques et des menaces djihadistes toujours plus nombreuses. 2512 établissements fermés essentiellement dans le nord du pays contre 1261 au Mali et 354 au Niger. Des écoles menacées, brûlées et pillées. En raison de cette insécurité, près de 350 000 enfants sont privés de leur droit à l'éducation selon l'UNICEF et plus de 11 000 enseignants touchés par la crise sanitaire au Burkina Faso. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo, reconnu par la CEDEAO, a mené lundi 25 mai des consultations avec des partis politiques. Après un long bras de fer suite à l'élection présidentielle de fin décembre, contestée par son parti rival le PAIGC, la CEDEAO avait demandé au chef de l'État de nommer avant le 22 mai un premier ministre et un gouvernement issu de la majorité au Parlement, comme le prévoit la Constitution. Mais 4 des 5 députés APU continuent de défendre l'accord avec le PAIGC. Parmi eux, Marciano Ndi a été agressé par des inconnus ce même vendredi 22 mai. Face à cela, Umaro Sissoko Embalo menace de dissoudre le Parlement. Et dans ce cas, la Guinée-Bissau devrait organiser de nouvelles élections, coûteuses et dans le contexte incertain de la pandémie du coronavirus. Le délai déjà expiré, la commission de la CEDEAO n'a pour l'heure pas réagi pour la formation d'un nouveau gouvernement. Touchées par la crise liée au coronavirus, de nombreuses entreprises sont contraintes de licencier du personnel. Événementiel, restauration, tourisme et transport sont les secteurs les plus touchés en France. Après la crise sanitaire, la crise économique, après des mois de confinement pour endiguer l'épidémie de Covid-19, des entreprises quasi à l'arrêt vont devoir faire face à une restructuration de leur personnel. Selon une enquête réalisée par SAFME, start-up spécialisée dans la mise en relation entre entreprises et indépendants, et publié dans le Parisien, 22% des entreprises interrogées envisagent de licencier. Les secteurs du marketing et événementiel, la restauration, hôtellerie, tourisme, ainsi que la mobilité des transports seraient les plus concernés. À l'inverse, les secteurs de la vente en ligne, du commerce alimentaire, de la formation et de la logistique sont davantage épargnés par la crise, nuance l'étude. Pour l'heure, les réductions d'effectifs passent surtout par le non-renouvellement de CDD et l'annulation ou le report d'embauche prévu. Mais la vague de licenciements commence à arriver, comme le laissent présager les annonces de plans social dans plusieurs entreprises. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition. À demain.